Alors nous allons avoir le plaisir maintenant d'écouter Théodora Psicoiou, qui est la complice de Christophe Corbier dans tout un travail entre le CRAL et Paris 4 sur la musique et sur ces questions rythmiques. Théodora Psicoiou est maître de conférence en musicologie à la Sorbonne, spécialiste de théorie de la musique de Mersenne à Rameau. Elle est très attentive aux configurations conceptuelles du moment, l'harmonie, la consonance. Et elle conduit, au-delà de ses travaux sur les théorisations historiques de la musique latine, et puis, disons, la période qui est au centre de son travail, le XVIIe siècle. Elle conduit donc avec Christophe Corbier cette année un séminaire auquel je pense vous êtes tous conviés, autour de Barthes, la Grèce et la musique, qui fait de Barthes qui révèle en Barthes un technicien de la musicologie. Et voilà, donc c'est à la fois une technicienne et une philosophe des formes musicales qu'on va écouter maintenant. Merci beaucoup, Théodora. Merci beaucoup, merci aux trois organisateurs pour l'invitation. Effectivement, des questions qui m'intéressent beaucoup pour ce qu'elles intéressent à tous les musicologues, les musiciens. Donc voilà, on va... je crains changer un petit peu de perspective par rapport à ce qu'on vient d'entendre, dans le sens où je ne vais pas partir dans des transversalités importantes pour vous proposer de nous focaliser à un moment qui me semble tout à fait intéressant et me semble-t-il dont l'enjeu ou l'intérêt est un petit peu sous-évalué par la littérature critique ou pas encore assez étudié, qui est un petit peu ce qui se passe au début du XVIIe siècle, un changement de perspective. L'idée, c'est d'articuler, ce que je vous propose, d'articuler un certain nombre qu'on a l'habitude, en fait, en histoire de la musique, d'attribuer au titre de nouveautés dans les caractéristiques du langage de la musique baroque, qu'il est facile de distinguer, même si ça peut paraître schématique, des termes de la musique de la Renaissance. Et c'est vrai que là, au niveau du temps musical, il y a un certain nombre de choses assez importantes, des nouveaux signes de mesure, donc plutôt que des signes proportionnels comme ceux que vous voyez dans cet exemple avec des cercles ou des C barrés. C'est vrai qu'il y a des vestiges qu'on garde encore dans les signes de la musique encore aujourd'hui, du solfège. Et donc l'abandon de ce système et l'emploi de plus en plus systématique de signes de mesure qui ont une logique quantitative, c'est-à-dire 6, 8, 3, 4, avec un nouvel espace qu'on ne trouve pas dans la notation musicale de la Renaissance, qui est la mesure délimitée par une barre de mesure, donc un espace en module qui change, qui n'est pas le tactus dont on a déjà parlé, mais plutôt un espace quantifié dans lequel on va définir combien de modules on va introduire. Donc les nouveaux signes, la barre de mesure aussi, la question de la mise en partition dans l'économie des sources, la question paradoxalement aussi de forme libre. Il a été question tout à l'heure de prélude mesuré et de Le Couperin, effectivement des toccatas, et même une chose à laquelle on va penser aussi immédiatement, qui est la monodie accompagnée et le style récitatif, donc un style récitatif qui va se déployer sur un temps qui est différent que celui du tactus, mais qui va s'adosser sur le temps de la métrique, de la quantité des syllabes et aussi de l'intention du musicien, du chanteur. Donc en fait, un rapport au temps qui est fondamentalement différent dans le résultat, dans ce qu'on appelle des cheveux dans l'esthétique baroque, mouvoir les passions, etc., et dans l'économie des sources. Alors, ces choses-là qu'on peut observer, je propose de les mettre en relation avec ce changement de paradigme qu'emmène ce qu'on peut appeler rapidement cette révolution scientifique, dans laquelle la musique
a aussi un rôle important, enfin moteur, notamment par un point que je ne développerai pas aujourd'hui, qui est la mise en crise de l'universalité des proportions. C'est-à-dire, on a parlé d'harmonie universelle pour la musique, et là, il y a quelque chose, Jean-Claude Schmitt l'a évoqué, cette cosmologie musicale, en fait, qui met en relation, enfin, depuis Boès, les ratios dans toutes sortes d'aspects de l'univers, musica mundana, humana, etc. Et donc, ce schéma-là, il est profondément mis en crise. Et une pensée rythmique où le temps musical est pensé dans la musique de la Renaissance comme des ramifications différentes, mais pensées proportionnellement par rapport à un module qui n'est pas la mesure, mais le tactus. Et là, il y a quelque chose d'ontologique, c'est le battement du cœur. Évidemment, le battement du cœur va changer, la vitesse, à proprement parler, va changer selon qu'on vient de monter un escalier en courant ou qu'il a été question dans la discussion ce matin, tout à l'heure, de ça. Mais enfin, c'est pensé comme un module fixe, fini, qui est ce temps humain du battement du cœur et qui va donner un tempo qui est immuable. Donc on a un temps qui est immuable. Dans le résultat, on a à avoir des appréciations des vitesses différentes, plus lentes, plus rapides, mais là, chaque fois, ces impressions de vitesse sont pensées et théorisées comme des rapports proportionnels à un module immuable. Donc le 3/2, le double, le quadruple, la moitié, etc. Mais il y a toujours un ratio. Donc du coup, on ne discute pas tellement du tempo ou des problématiques des tempos dans ce schéma musical-là, dès lors qu'il y a un module qui est immuable. Alors il y a une chose qui change aussi dans la perception du temps, qui est la possibilité de le mesurer et de le quantifier très précisément. Et donc, l'hypothèse, pour faire un peu la synthèse de ce préambule que je discuterai, propose de corréler les explorations musicales du début du XVIIe siècle concernant les rythmes et les nouvelles représentations scientifiques du temps, qui ont été profondément transformées suite à la découverte et la théorisation du phénomène de l'isochronie du pendule par Galilée, et avec ses applications immédiates, établies de façon expérimentale par les théoriciens de la musique, Marin Mersenne. Et donc, une découverte majeure qui contribue à un véritable changement de paradigme. Et ces changements engagent aussi un changement dans le statut du nombre, plus spécifiquement les glissements d'une conception proportionnelle vers une conception quantitative du nombre, qui d'essence des choses devient leur mesure. Les incidences et les expressions musicales en fait, de ces glissements ont été commentées principalement pour la musique du point de vue du changement du statut des consonances. On peut citer à ce propos les travaux de Claude Paliska, notamment de Frédéric Debuzon, parmi d'autres. Donc je voudrais aujourd'hui montrer que l'enjeu rythmique de ces changements, aspect, je le disais, plutôt sous-estimé, est corrélé de façon majeure, décisive à des nouveautés importantes dans la notation musicale et l'économie des sources mises en partition, mesures, barres de mesure, etc. J'en ai parlé. Il est également corrélé à un nouveau projet esthétique lié à un temps dorénavant psychologique et non plus à un temps ontologique. Donc le tactus immuable, le battement du cœur. Alors, l'un des aspects les plus remarquables du Compendium Musicae de 1618, donc qui est le premier texte théorique connu du jeune René Descartes, qui est un traité de musique, est que l'auteur aborde avant toute autre chose la question du rythme. Là, par rapport à la question tout à l'heure sur Diderot, j'ai envie de dire que la norme, c'est de parler de l'harmonie, et puis le rythme, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans la discussion théorique en termes de proportion et d'harmonie. Ça sera plutôt une question solfégique le plus souvent. Et là, Descartes, il commence avec le rythme. Il rompt de fait avec le schéma habituel du genre, qui réservait à la question des intervalles et des modes une place prioritaire.
il n'approfondit pas la question du point de vue musical, ce n'était pas son projet, mais Descartes, il souligne avec beaucoup de force le pouvoir expressif du rythme de la mesure, leur importance dans la musique, a fortiori dans les effets de celle-ci. Cette spécificité du compendium, qui est un texte phare dans la codification théorique du projet musical de son siècle, est tout à fait significative. Les changements dans la perception du temps et de fait dans le système de représentation du rythme musical sont essentiels dans la mise en place à l'aube de cette ère musicale baroque d'une nouvelle façon de composer, de chanter et d'une nouvelle et singulière esthétique qui est revendiquée déjà par Descartes. La fin de la musique est de plaire, de mouvoir en nous diverses passions. C'est avec une très grande, frappante économie de moyens, mais c'est vraiment le cahier des charges esthétiques que les compositeurs aussi vont revendiquer. Et donc, cette esthétique, elle est délibérément expressive, elle a été à la fois expérimentée sur le plan de la pratique musicale et, je le disais, revendiquée sur le plan théorique. Les propos théoriques concernant les propriétés expressives du rythme poético-musical au XVIIe siècle sont alimentés par des considérations à des niveaux différents. La métrique antique, qui était un modèle et source d'inspiration amplement convoquée et citée, offre une riche palette de déclinaisons rythmiques dont la typologie est liée à des styles poétiques caractérisés. On cite par exemple Aristide Quintilien qui offre plusieurs propos de cet ordre. Dans le même temps, le pouvoir du rythme est particulièrement perceptible dans la mesure où il est lié au geste et où on peut le ressentir physiologiquement. Et je pense que c'est pour ça que Descartes commence par le rythme. À un moment où on cherche à rationaliser les effets de la musique, qu'il s'agisse des effets, bon, souvent on parle des modes, mais il y a l'harmonie, les dissonances, les consonances, le rythme, les imbitus, les timbres, etc. Donc évidemment on va découper ça, mais la question du rythme, c'est quelque chose qu'on va percevoir peut-être de la façon la plus immédiate sur le plan physiologique, comme aujourd'hui si on va à un concert de rock, on va sentir trembler notre corps par exemple la batterie ou la basse. Donc il y a quelque chose de physiologique qui les intéresse énormément. Et je pense que c'est pour ça qu'ils commencent par le rythme. Je me permets de rappeler aussi que la méthode du XVIIe siècle fait de l'expérience un argument scientifique et de fait la perception, l'expérience empirique, donc le jugement de l'oreille, comme celui des autres sens, entre en ligne de compte d'une façon particulièrement aiguë. Et en tant que discipline du quadrivium, la musique est de fait la plus expérimentale des sciences. Qu'il s'agisse de la danse ou même simplement de l'exécution musicale, avec ou sans l'abattu de la mesure, avec ou sans la représentation visuelle du temps fort et des temps faibles, thésis, arsis, le musicien, le danseur, l'auditeur, le spectateur sont physiquement imprégnés par le rythme. Aussi, la musique est un art du temps, le temps dans lequel l'acte musical va s'inscrire. Le mouvement musical est par essence ce qui mesure et circonscrit la succession des différents éléments, le hauteur, accord, intensité, parole, pulsation et dynamique. Autrement dit, ce sont les modifications qui font la musique, leur juste équilibre, l'harmonie et la variété sont à la source de l'émotion cherchée, autrement dit du mouvement des affections, du mouvement. Donc on va parler du mouvement et pas d'expression, les affections et du projet esthétique de mouvoir les passions. Donc je souligne, et je le dirai à la conclusion, qu'il s'agit davantage de mouvoir, de passer d'un état à un autre que d'exprimer dans l'absolu. Pour la musique, ce qui confère en outre un statut important à la notion de variété, à la place de celle de l'ordre, c'est-à-dire l'idéal classique, scolastique de l'harmonie. Ici aussi, le proportionnel va laisser la place au quantitatif, car au-delà du rythme musical, ces aspects sont plus généralement liés à un nouveau statut du temps au XVIIe siècle. L'abandon progressif du système de prolation au XVIIe siècle, le système de prolation, c'est ce système proportionnel de la mesure du rythme musical, est vécu par les musiciens comme une réforme et une simplification indispensable de la syntaxe musicale et de fait du solfège. On disait oui, les ligatures c'est très compliqué, on ne s'en sort pas, c'est difficile à lire, etc. Mais ce qui semble manifester une volonté de simplification est en réalité la principale expression d'un changement fondamental de la conception de la mesure musicale. Elle ne se borne pas à une seule question de notation ou de solfège,
mais une série de points corrélés dans les sciences et dans la pensée de ce début du siècle qui viennent modifier, ébranler même les termes du langage musical. Et il y a là un paradoxe. Même si ça ne constitue évidemment pas la seule raison, je voudrais avancer que la découverte de l'isochronie du pendule, c'est-à-dire pouvoir mesurer exactement la seconde, n'est pas étrangère à l'émergence du récitatif ou du prélude non mesuré, où là on est vraiment dans des temps qui s'affranchissent totalement du tactus immuable. Autrement dit encore, la façon d'engager le rythme dans une pièce musicale est aussi liée à ce changement qui abandonne au XVIIe siècle une vision analogique et proportionnelle à portée universelle de l'ordre du monde, ce qu'on entend par l'harmonie universelle. Et d'ailleurs, ce mot-là, on ne va plus le retrouver après Mersenne, harmonie universelle, ou Kircher, Musorgia universalis. Et là, on ne va plus mettre ce mot parce qu'on a bien montré depuis la fin du XVIe siècle que les proportions musicales, enfin, on a mis en crise l'universalité des proportions parce que ça ne marche pas sur le plan matériel. C'est formidable sur le plan formel, si je puis dire, mais matériellement, ça ne marche pas. Et donc, cette harmonie universelle qui avait autorisé la mise en place de ce complexe système rythmique des prolations. Donc, je le disais tout à l'heure, jusqu'au début du XVIIe siècle, l'organisation musicale du rythme est fondée sur la conception proportionnelle d'un temps à la pulsation immuable, ce tactus, le nombre et ses rapports sont au centre du système rythmique, et lequel système rythmique est une des expressions, une des représentations. Et effectivement, ça renvoie à la musique comprise comme une discipline du quadrivium, où la musique se trouve aux côtés de l'arithmétique, de la géométrie et l'astronomie. Le système rythmique ancien dit des prolations, lorsqu'il a été forgé vers le XIVe siècle pour la musique polyphonique, l'a été dans ce contexte-là. Et selon cette logique, il propose, vous le savez, une organisation proportionnelle de valeurs rythmiques dont le tactus est le référent commun, et toutes les valeurs rythmiques différentes émanent des différentes divisions ternaires, parfaites, binaires, imparfaites de ce tactus. Ça atteint des sommets des complexités, notamment à travers quantité de combinaisons et de proportions rythmiques dans la superposition des parties, comme de différentes ligatures rythmiques qu'on retrouve jusqu'au début du XVIIe siècle, même si dans la pratique, on la réduit progressivement à son expression fondamentale. Alors, l'abandon du système rythmique de prolation dont la complexité semble rebuter les musiciens du XVIIe siècle n'est pas étranger à la nouvelle représentation du temps. Et la découverte et la théorisation du phénomène de l'isochronie du pendule et de ses applications immédiates, notamment celles qui ont été établies par voie expérimentale par Marin-Mersenne, modifient la représentation que l'on se fait au XVIIe siècle du temps. Le cas de la mesure du temps montre combien les enjeux musicaux, théoriques et pratiques peuvent être étroitement, substantiellement corrélés à ceux de la science nouvelle et participe de façon parfois déterminante à son évolution, une évolution radicale au début du XVIIe siècle. Et ça, on peut le montrer au sujet des proportions. Parce que dit comme ça, on peut se dire, oui, voilà, c'est un peu une projection de musicologue qui voudrait que ça soit important. Mais en fait, là c'est un point qui est tout à fait attesté et étudié à partir de la question donc des proportions harmoniques, mais l'exemple du rythme et de la mesure du temps sous-évalué est tout aussi intéressant et fascinant. Alors, petit résumé de cette histoire. Le phénomène de l'isochronie des oscillations de pendule a été pour la première fois remarqué par Galilée. Il y a une légende qui veut que, voilà, en 1583, à l'âge de 19 ans, il en ait eu l'idée en observant une lampe qui s'est balancée sous la voûte de la cathédrale de Pise. Il allait à la messe tous les jours, donc il avait eu le temps d'observer cette lampe. Quoi qu'il en soit, le phénomène était connu dès le début du XVIIe siècle. Galilée le décrit dans son Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, publié en 1632. Et toutes les expériences et observations qui concernent la mesure précise de la seconde, la mise en place d'un étalon de temps et de là, du tempo, la mise en place aussi, du moins en théorie, et ça c'est un enjeu immédiat pour les musiciens, plus que le temps, parce que quand ils sont formés avec l'idée du tactus, ça leur pose moins de problèmes. En revanche, celui de la mesure de la fréquence était celui d'évaluer précisément un étalon de hauteur
a fait l'objet tout de suite de beaucoup d'expériences et d'enquêtes. Donc, de dispositifs permettant de mesurer la fréquence exacte d'un son, ainsi que celle du mouvement des pièces musicales. Donc toutes ces choses sont fondées sur des applications de cette découverte. Le pendule simple est constitué d'une masse théoriquement sans volume, généralement une petite balle de plomb, suspendue sous l'effet de la gravitation par un lien de masse infime, un fil de soie. Donc, en dehors de l'isochronie, cet instrument possède, pour de faibles amplitudes uniquement, deux autres propriétés très importantes. Premièrement, la période des oscillations ne dépend ni de la masse du corps suspendu, ni de l'angle de l'oscillation, mais simplement à une chose de fait, à savoir la longueur du fil du pendule. Donc seulement, c'était la chose qui définissait, la seule chose qui est rentrée dans la discussion, pensait-on en tout cas. Donc une application fondamentale de la découverte des mouvements périodiques isochrones a été mise en pratique par Marin Mersenne, donc théoricien de la musique, qui a été de construire un dispositif dont la période d'oscillation serait d'une seconde, dit le pendule à seconde. L'heure moyenne était réglée au moyen mouvement du Soleil. Donc pour ce qui concerne la seconde, que l'on ne pouvait pas définir jusqu'alors, ce qui conditionne la façon très importante, la façon de passer le temps, la question était concrètement de savoir quelle devait être la longueur du fil du pendule qui pourrait l'indiquer. Donc Mersenne connaissait bien les recherches de Galilée, avec qui il était en relation, en correspondance, qu'il a soutenu ardemment avant et surtout après le procès de 1633. Il a traduit et publié les mécaniques de Galilée, c'était vraiment le grand promoteur de Galilée en France. Donc les mécaniques de Galilée en français en 1634. Et du coup, Mersenne discute dans ses écrits de nombreux passages de l'œuvre de l'italien. Et donc il s'est intéressé au problème de la longueur du pendule et par voie d'expérience, il a déterminé avec une très bonne approximation que pour indiquer la seconde, le fil du pendule devait être de 3,5 pieds. Donc une grande partie du livre du mouvement de corps dans son arme universelle est consacrée à l'étude du phénomène. Il a utilisé le pendule à seconde dans des essais de mesure de la fréquence des corps vibrants. Il a été le premier à mesurer la vitesse de propagation du son grâce à son pendule et aussi grâce au phénomène de l'écho dans la propagation et la réflexion du son. Donc on est vraiment dans des phases d'observation, d'expérience et de théorisation dans les sciences expérimentales. Bon, les propriétés du pendule sont en réalité plus complexes. Les oscillations ne sont isochrones que pour de faibles amplitudes. Et puis, plus problématique encore, les doutes quant à l'isochronisme absolu formulé déjà par Galilée ont été confirmés dans la seconde moitié du siècle, et notamment lors de ces grandes missions, voyages des savants, des jésuites, des correspondants des académies scientifiques, etc. Donc, Jean Richer, parti en mission en 1672 à Cayenne, trouve que le pendule à seconde là-bas était plus court que le pendule à seconde à Paris. Donc on a conclu que sa longueur variait aussi avec la latitude, donc un phénomène confirmé par les observations d'autres correspondants. Bon, capital pour les géophysiciens, cette découverte a fait renoncer à voir dans le pendule l'instrument de mesure universel du temps, quête qui a été un des grands défis du XVIIe siècle. Cela n'empêche pas le pendule à seconde d'être utilisé dans les sciences. Donc, ces premières applications concernent des problèmes liés à la mesure d'un temps continu, c'est-à-dire la durée et la vitesse. Donc, les questions du temps cyclique, plutôt liées à la fréquence, la période de vibration d'un corps, qui conditionne toutes les expériences concernant un autre nouveau et important chantier de l'époque, à savoir la fréquence et l'étalon de hauteur du son. Et donc c'est également ce pendule, l'instrument qui timidement dès la fin du siècle, puis de plus en plus largement jusqu'à nos jours, marque le tempo des différentes pièces musicales. Bon, le temps imparti ne me permet pas de discuter ici l'appareil très ingénieux qu'est le pendule à longueur modulée, construit par le musicien et maître de musique Étienne Loulier à la fin du siècle. Voici quelques détails de ce dispositif que je vais passer très vite. Juste pour dire que tous les musiciens se mettent d'accord que le pendule peut être utile dès lors qu'on abandonne l'idée du tactus vers un temps mesuré qui peut
admettre plusieurs possibilités de vitesses différentes. On n'est pas dans l'idée d'un indicateur métronomique qui du début à la fin de la pièce va imposer un tempo immuable. On est plutôt dans un temps qui va être tout à fait élastique, mais ça permet de donner le tempo initial, comme dans les mentions métronomiques. Donc les métronomes de Malzel, bon, qui n'étaient pas de Malzel en fait, mais non, on le sait, bon, c'était plutôt une invention d'un horloger hollandais, vient de ces dispositifs-là. Donc évidemment, l'horlogerie permet de le rendre beaucoup plus petit et de poser sur un piano, parce que là, c'est plutôt des dispositifs qui vont faire 2 mètres de hauteur, puisque ne serait-ce que battre la seconde, c'est-à-dire un tempo de 60, ça fait à peu près une longueur de fil d'1 mètre. D'ailleurs, on parlait de tactus tout à l'heure. Mersenne, ça l'aurait beaucoup arrangé. À un moment, il essaye de dire, c'est formidable, le tactus, c'est la seconde. Bon, on n'a pas beaucoup de cœurs qui battent à 60, mais enfin, dans sa pensée, c'était quelque chose qui eût été absolument formidable, le battement du cœur, le temps ontologique, principe vital, qui soit la seconde. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, bon, voilà, l'idée de Lullier, donc à la fin du siècle, une pensée un petit peu différente, c'était d'avoir la possibilité, avec des petites chevilles, un système de poulies, de modifier la longueur du pendule et indiquer au début de telle ou telle autre pièce à quel endroit il faut mettre le pendule pour avoir le tempo. Et le métronome est une émanation de ça. Et on a une réception assez intéressante de ces dispositifs tout au long du XVIIIe siècle, à quelques variantes près que je ne vais pas détailler ici. L'échelle de Lullier est arithmétique, alors que l'évolution du longueur proportionnelle au temps est géométrique. C'est pour ça que sur leur métronome, plus on va vers les vitesses rapides, plus les espaces sont petits, et puis plus on est vers le lent, plus ça s'élarge. Donc ce n'est pas absolument analogique. Mais enfin, il y avait 2 ou 3 propositions, enfin plutôt 2 propositions de graduation de cette échelle. Quelques photos d'un facsimilé en fait, qui se trouve au centre de la danse de Pantin. C'est Francine Lancelot, qui est historienne de la danse, qui l'a fait réaliser. Lullier, vous voyez ici, il a donné quelques petits exemples avec des chiffres d'indication de tempo en 96. Joseph Sauveur, dans un système de notation original absolument pas du tout accepté par les musiciens, en propose aussi. Il n'y a pas que Jean-Jacques Rousseau qui a proposé de nouvelles notations, mais comme la sienne, d'autres n'ont pas été acceptées avec enthousiasme par les musiciens, et celle-ci est celle de Joseph Sauveur, 1700. Et très vite, lors d'une des rééditions de cette méthode de Michel Lafillard, 1705, on voit ici des indications métronomiques qui vont entrer pour donner au public une idée précise du tempo, du rigodon, et ainsi de suite. Bon, passons sur les graduations dans l'échelle. Et puis au XVIIIe siècle, on trouve dans quelques ouvrages le renvoi à ces dispositifs comme ici. C'est ici un mouvement de gigue, espèce de symphonie très en usage dans les opéras. On en aura le mouvement juste en donnant un pied de longueur au cordon du pendule. Ou autre tiré du divan de village, on en aura le mouvement en donnant 2 pieds de longueur au pendule. Là, c'est très, très simple parce qu'il suffit de prendre un fil, mesurer 1 pied, 2 pieds et avoir la vitesse de la pièce. Bien, j'avance vers la dernière partie. Je ne sais pas combien de temps il reste. 5 minutes. Bon, un peu plus, bien. D'accord. Donc, avec ce point que j'avais annoncé comme un petit peu paradoxal, c'est-à-dire un temps qu'on peut vraiment mesurer, quantifier, et en même temps qui va devenir assez élastique. Prenons cette phrase dans l'harmonie universelle de Mersenne. Il dit « Les musiciens changent plusieurs fois de mesure, soit binaire ou ternaire, en faisant chanter une même pièce de musique, en hâtant ou retardant le baisser et le lever, suivant la lettre et les paroles, ou les passions différentes du sujet dont ils traitent. Il est difficile d'y apporter nulle règle certaine s'ils n'usent d'autant de filets différents comme ils veulent faire des mesures différentes. » Donc là, c'était une discussion sur le pendule en disant voilà, un filet n'aurait jamais suffi pour donner le temps d'une pièce parce qu'on change. Ce dispositif imaginaire de Mersenne met en évidence un autre aspect du temps mesuré,
ce temps aux tempi multiples et auto-référentiel. Ce temps qu'on peut qualifier de psychologique, beaucoup plus propice à la monodie qu'à la polyphonie, à la mise en partition et non en partie, qui ne saurait rentrer dans l'ancienne syntaxe musicale, dans l'ancienne notation et conception du rythme, je veux dire celui de la Renaissance, fondée sur une esthétique d'un ordre, d'une nature mise en ordre mathématique, proportionnelle sur le tactus. S'il est incontestablement conditionné par le style représentatif et par l'importance d'une rhétorique de l'action de l'orateur, la déclamation, pour ce qui devient système de représentation du temps, il détermine à son tour la façon de composer et autorise tout particulièrement le récitatif, le style récitatif qui s'affranchit considérablement de la mesure du temps musical. J'aurais pu dire aussi le prélude mesuré, le toccata, etc. À cet égard, le célèbre Lamento della ninfa de Monteverdi, qualifié dans son sous-titre In genere rappresentativo, est particulièrement emblématique, tout comme d'autres madrigaux de cet 8e livre, tels les fameux Combattimento de Tancredi et de Clorinda de Monteverdi. Je voudrais juste faire écouter un bout de cette pièce pour le mettre un peu dans les oreilles, pour comprendre une toute petite démonstration sur les sources que je voudrais faire. Donc, un madrigal dans le 8e livre de Monteverdi, 1638, qui, vous connaissez peut-être cette pièce, mais je donne quand même trois éléments. Vous avez une basse continue qui accompagne les voix, 3 voix d'hommes qui ont une fonction poétique de narration, qui commencent à raconter un matin, la nymphe sort en regardant le soleil, l'eau, son regard se reflète sur l'eau et elle dit 2 points, on ouvre les guillemets et là la chanteuse qui arrive, qui est la nymphe. Donc là c'est le style représentatif, la chanteuse est la nymphe et la nymphe dit à mort, et pendant ce temps les 3 voix d'hommes continuent soit à être en étant en empathie avec la nymphe en disant « Ah, la malheureuse », mais ils ne sont pas présents dans la scène où le personnage est la nymphe, soit en ayant cette fonction de narrateur. Vous allez entendre dans la partie centrale la nymphe qui dit « Amor, dicea », disent le 3 voix d'hommes, « Amor », dit-elle. Donc tout ce qui est entre guillemets, c'est le personnage, c'est la nymphe, et puis les 3 voix qui accompagnent. Alors il y a quelque chose sur le plan rythmique et l'économie des sources qui me semble un peu une sorte de démonstration parfaite de cette articulation, qui est que donc la pièce est organisée en 3 parties. La première et la 3e partie sont les voix d'hommes, le narrateur qui d'abord annonce la nymphe qui sort et qui commence à se lamenter, et puis une conclusion en disant voilà, et après les parties pleurées, etc. Bon. Et puis un petit commentaire sur l'amour, feu et glace. Bon. Et puis la partie centrale qui est articulée sur quelque chose de rythmiquement extrêmement stable, la première et 3e partie, c'est un style madrigal très libre dans son phrasé, mais très précis sur son rythme. La partie centrale est sur un module qui peut paraître extrêmement carré parce que c'est une basse obstinée, un tétracorde descendant, la, sol, fa, mi, tam, pam, 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 qui va articuler toute la pièce, la nymphe qui va chanter, les 3 voix qui l'accompagnent pour la pièce centrale, et la pièce finale, les 3 voix d'hommes qui vont chanter seuls. Alors, juste la première partie et un bout de la 2e, et on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps de l'écouter en entier, et une présentation de la façon dont, du côté des sources, ça se présente. Très bien.
Donc là, la partie centrale. Je vais aller jusqu'au bout, comme on a pu entendre la deuxième partie mieux que la première. Alors, donc vous avez entendu cette section centrale et puis les deux qui encadrent, donc un exode, une conclusion narrative chantée par les seules voix d'hommes et la basse continue. Donc, contrairement à l'habitude éditoriale, donc là vous voyez la partie de la basse continue de ce livre de madrigaux. Donc, contrairement à l'habitude éditoriale de son temps qui consistait à imprimer les pièces en parties séparées et où chaque chanteur possédait son fascicule, Monteverdi a délibérément choisi d'imprimer cette partie centrale du lamento en partition, c'est-à-dire en s'y proposant toutes les parties qui procèdent donc parallèlement en respectant la progression horizontale de la musique. Donc la disposition est tout à fait peu orthodoxe à l'égard des canons de l'époque et à l'égard de tout ce qu'il a fait dans tous les autres madrigaux du même livre, d'ailleurs. Si bien que Monteverdi doit expliquer ce choix dans un avertissement qu'il place au début de la pièce, dans lequel il évoque aussi le caractère déclamatoire de la nymphe. Donc si le cœur du projet est l'expressivité du chant, quitte à transgresser les cadres rythmiques, si à la contrainte posée dans la notation répond l'originalité retenue dans la disposition de parties, l'enjeu de la manœuvre est rythmique. Donc il y a, là j'ai fait quelques petits détails de cette planche, donc modo di rappresentare il presente canto, là j'ai forgé une petite traduction, les trois parties qui procèdent, qui chantent en dehors, fuori del pianto, en dehors de la plainte de la nymphe, sont données, si sono così separatamente poste, sont données en parties séparées.
parce qu'elle se chante selon les tempos de la mano, le temps de la main, le tactus. Les trois autres parties, donc dans la section centrale, la partie du lamento, qui procède en consolant la nymphe, qui vanno commiserando la ninfa, en voix faible, ont été mises en partition, si sono poste in partitura, de sorte à pouvoir suivre la plainte de la nymphe qui chante au tempo de l'affection de l'âme et non celui de la main, a tempo dell'affetto dell'animo et non a quello della mano. Donc ces instructions engagent de la part de la chanteuse Nympha une approche délibérément expressive dans un chant mesuré au temps de l'affection de l'âme. La partition au lieu des parties et l'introduction des barres de mesure résulte de cette conception du temps à la fois quantitative et psychologique où il s'agit de pouvoir quand même mettre les choses en place puisque avant le tactus était le repère, chacun lisait sa partie et on n'avait aucun problème de mise en place alors que là il faut suivre le temps de l'affection de l'âme de la nymphe et s'adapter. Et en effet, ici facsimilé de la partie de basse continue, non avea febo ancora, c'est le début. Vous voyez, en partie séparée. Si trasdegno, si c'est la fin, le dernier passage à la fin. Ici, vous voyez, il n'y a aucune barre de mesure. Là, il y a, vous allez me dire, il y a quelques barres. Mais oui, mais ce sont plutôt des barres de phrasé. Ce qu'on met à l'intérieur est de quantités différentes d'un bout à l'autre, d'un module à l'autre. Donc, c'est plutôt des phrases pour la basse continue qui sont définies. Alors que la partie centrale est donnée en partition. C'est-à-dire que toutes les parties sont superposées les unes aux autres. On a la basse, on a les trois vadom, amor, dit la nymphe, dicea, dit le vadom et la basse continue. Donc, mise en partition, des mesures qui quantifient les deux longues pointées, donc avec le tétracorde descendant, et tout au long de la pièce. Donc voilà, ça continue comme ça, la basse continue en partition. Ici, c'est la partie de la nymphe. Elle n'a pas besoin de suivre ce que font le vadom, c'est à eux de la suivre. Donc, on lui donne sa partie et la basse. Et alors que ici, j'ai pris un exemple, c'est juste la page qui précède, c'est en partie séparée. Donc, le livre est en partie séparé pour cette pièce-là en particulier parce que, nous dit-il, il établit ce rapport de cause à effet. On a une voix qui chante au tempo de l'affetto dell'anima, on a besoin de présenter les choses différemment et on les présente de la façon dont on a l'habitude de la présenter dans la notation moderne et qui n'est pas celle de la Renaissance. Donc voilà d'autres exemples des parties avec la présentation en partition pour cette séquence-là en particulier. Et ici, partie séparée, c'est sa partie de ténor qui a les deux parties extrêmes en partie séparées et sans barre de mesure pour si trasdegnosi pianti, etc. Donc, exemple de la première partie et puis la partition encore une fois. Alors, je vais conclure du mouvement pour émouvoir. Il y a dans le mécanisme musical qui se déploie dans le temps et qui est donc par essence en mouvement une différence fondamentale avec l'art pictural ou la sculpture apte à figurer l'expression d'état émotionnel discret. Et là, c'est un point qui me semble assez intéressant par rapport aux recherches qu'on a pu faire au XVIIe siècle entre les modalités du mécanisme expressif de la musique, que je préfère de dire émotif, parce qu'on est dans le mouvement et pas dans l'expression d'état discret. Là, vous connaissez ces dessins pour la conférence sur l'expression de passion de Lebrun, qui essaie d'utiliser les passions de l'âme de Descartes. Si Descartes interroge et théorise ces états discrets que l'on nomme la joie, la peur, l'effroi, etc., où Lebrun les explore et les représente en peinture, l'analogie musicale ne peut fonctionner de façon satisfaisante. Ce qui confère à la musique des propriétés expressives, c'est la modification et le mouvement. Et il est du reste précisément question de mouvoir en musique les passions et pas d'exprimer les passions. C'est ce que rappelle à la fin du siècle Charles Masson, par exemple. Il y a plusieurs exemples, j'en ai pris un. Dans son nouveau traité des règles de la composition de la musique, l'expression du chant pour répondre à celle des paroles dépend de l'invention et du juste discernement du compositeur. Cette expression étant soutenue et perfectionnée par une judicieuse diversité du mouvement de la mesure, a la force et la vertu de faire passer l'âme d'une passion à une autre, ce qui est une preuve naturelle
de la perfection de l'ouvrage. Et pareil, parlant de figures de rhétorique, la seule, si je me réfère à Burmeister par exemple, qui porte une propriété expressive, c'est celle qui est liée au chromatisme, qui renvoie à la modulation, c'est le fait de changer un mode qui va être expressif et pas le fait d'être dans tel ou tel autre mode, pas tant dans l'absolu. Donc ce principe de variété, même dans son expression la plus élémentaire, se trouve à la base de l'invention musicale, au cœur de l'esthétique baroque du plaisir musical. Descartes se démarquait singulièrement des canons structurels du discours théorique de son temps, je le disais en préambule, lorsqu'il commençait son compendium précisément par l'évocation de la mesure et de ses propriétés expressives, qui figurait avant l'étude de la nature et des propriétés des intervalles traditionnellement prioritaires dans ce type de discussion, dans l'ordre de la hiérarchie de sujets abordés dans le cadre du traité musical. Si plusieurs des intuitions musicales de Descartes se sont avérées insuffisantes, le philosophe associe à la question du rythme celle de la perfection forcément temporelle, la perception forcément temporelle des événements sonores, celle du mouvement, de la variété, de l'équilibre, afin la question de la mémoire. Il esquisse ainsi, dans une économie de moyens aux antipodes de son cher ami Mersenne, plusieurs des chantiers qu'il explore dans ses futurs travaux et qui occupent philosophes, théoriciens et musiciens tout au long du siècle et même après. Son petit traité manuscrit ne sera publié de manière posthume qu'en 1650, ici vous voyez la première page de cette première édition, mais dès le début du siècle, les musiciens abandonnent peu à peu la conception ontologique du temps matérialisée par le tactus et organisée par le système proportionnel des prolations. Les solutions qu'ils ont adoptées portaient souvent la caution théorique d'un modèle antique qui puisait ces termes dans l'ancienne métrique et dans la rythmique des danses. L'abandon définitif du système des prolations pour la notation rythmique, autant dans les sources musicales que dans les écrits, était inévitable aussi parce qu'il correspondait à un système de représentation du monde alors révolu. L'introduction d'un temps mesuré perçu quantitativement finit par rompre, par casser la logique proportionnelle et poussa plus loin les limites du rapport métrique entre musique et parole, contraint précisément dans ce socle des rapports proportionnels. Épanouie tout particulièrement dans le récitatif, cette mesure libre, le prélude non mesuré aussi, ouvre la voie à une temporalité variable, calée sur les émotions. Un temps psychologique contemporain du besoin de mise en partition, réponse matérielle à une nouvelle contrainte. Ce temps psychologique est élastique et contemporain aux nouvelles pratiques monodiques qui n'auraient pas su, sans cette condition, se mettre en œuvre dans le projet esthétique du baroque. Donc un temps de l'affection de l'âme, nous dit Monteverdi, a tempo dell'affetto dell'anima. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci. En vous écoutant parler de Lamento della Ninfa, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'analyse qu'en propose Susan McClary dans Feminine Endings. Bon, ça date un peu, ça a été très décrié. Pour résumer, cette idée que la mesure est liée à la figure masculine, donc des trois hommes qui accompagnent la nymphe, etc., et que la nymphe est la figure de l'excès, liée à toute une généalogie des figures de la folie dans l'histoire de la musique. Ma question est toute simple, est-ce que vous avez trouvé déjà une dimension genrée, non pas forcément dans le sens de McClary, mais en tout cas dans les propres termes de l'époque, dans toutes ces discussions mesure versus proportion, et incidemment, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse 20 ans plus tard ou 22 ans plus tard? Est-ce que ça tient ou est-ce que c'est complètement anachronique? La réponse à la première partie de la question est non. Et j'ai envie de dire pour plusieurs raisons qui sont liées à la finalité de l'analyse en tant qu'objet discursif, théorique. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve ça extrêmement fascinant. Pour ce que c'est une analyse, les textes, les discussions, la difficulté qu'on a, c'est qu'on essaie de faire l'analyse avec des traités normatifs qui vont plutôt chercher un moteur poétique, compositionnel, donc la composition, la synthesis étant l'inverse de l'analysis en réalité. Et du coup, là, il y a un petit biais sur la question de l'historicité. Moi, je pense que le discours sur... Enfin, je pense, c'est une tautologie. Les discours sur la musique, c'est un système de représentation des choses qui est ancré dans son historicité. Donc,
je peux pas... Il n'y a aucun ancrage historique dans l'analyse de McClary genrée par rapport au type de discours qu'on va trouver chez Monteverdi ou Descartes ou Mersenne, mais en même temps, ils ne s'inscrivaient pas du tout dans le même projet. Donc j'ai envie de dire que la vocation de l'analyse n'est pas de faire une œuvre de vérité historique, mais plutôt de discuter un système de représentation qui n'était peut-être pas formulé à l'époque, et ce n'était pas le cas. Donc, 20 ans plus tard, la critique, ça vous la connaissez mieux que moi, c'était celle finalement de projeter des problématiques propres sur son objet, mais finalement... ça a été longuement, plusieurs fois dit durant la matinée, l'historien ne peut pas en faire l'économie, ça serait un leurre. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien, mais ça n'a pas quelque chose qui semble avoir été un moteur poétique pour Monteverdi, parce qu'on peut avoir quelque chose de... On pourrait dire le même type d'analyse, par exemple, pour le combat de Tancrède de Clorinde, qui là, pour le coup, engage des hommes et des femmes. Donc, moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a une discrimination genrée dans les choix rythmiques dans une composition de musique baroque. Et encore une fois, le texte, des gens qui vont en parler, le compositeur va être souvent dans une posture apologétique. J'en parle de mon œuvre pour... éviter des malentendus ou pour répondre à des éventuelles critiques. C'est vrai que dans le cas de Monteverdi, il y a la préface du 5e livre parce qu'il fait l'objet d'attaques, ou alors pour ôter des ambiguïtés. Là, il y avait un problème matériel et il ne pouvait pas ne pas le commenter, donc il le commente. Grâce à ça, nous, on a quelque chose de précieux. Les théoriciens vont être dans un projet normatif poétique et pratiquement pas analytique, si ce n'est effectivement... à partir de Baumeister, répondre à la question pourquoi la musique nous plaît. Donc finalement, moi, je mettrais les efforts d'une analyse, fût-elle systématique, ancrée sur des figures, à la base de types d'interrogation esthétique, c'est-à-dire ma perception qui est subjective, j'essaie de la rationaliser pour comprendre pourquoi telle musique me plaît, telle autre ne me plaît pas, et puis pourquoi telle musique me plaît plus qu'une autre. Là, je n'invente pas, c'est l'introduction de la Musica Poetica de Baumeister, donc qui est les 1606, c'est le premier traité où on voit le mot analyse. Il dit voilà, je vais prendre les choses de l'autre bout, non pas en tant que compositeur, mais comme auditeur, et j'essaye de normaliser ça. Donc en fait, leur perspective analytique était plutôt rare déjà au XVIIe siècle. On la trouvera beaucoup plus souvent au XVIIIe, est vraiment fondée sur cette perspective qui n'était pas le type de question que se pose McClary. Mais du coup, partant de là, puisqu'il y a cette subjectivité, je trouve que les questions que nous, on va se poser aujourd'hui vont être tout aussi légitimes, en fait, mais elles ne sont pas dans la génétique, dans la poétique de l'œuvre. Voilà. Une autre question ? Moi, je suis très contente d'entendre surgir cette interrogation genrée qui n'est pas inconvenante de faire surgir sur cet objet anthropologique général qu'est le rite. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai qu'au XVIIe siècle, on voit que une perception de ces questions de genre qui semble, en tout cas de ce que j'ai vu, qui est une enquête très petite et circonscrite au seul compte-rendu du journal de Savant, donc quelque chose qui est peut-être beaucoup plus ouvert par rapport à la place des femmes que ce qu'on va retrouver beaucoup plus tard, en fait. Donc, du coup, Esteban nous donne le tempo de la suite. Le signe de la fin de cette matinée. Merci à tous.